Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une présentation sur l'impact technique. J'en parle assez régulièrement dans des vidéos courtes. Et là, j'ai voulu aller en profondeur sur le sujet. Donc, avoir de l'impact technique, ça veut dire quoi? Alors, déjà, de quoi allons-nous parler? Des différentes étapes du développement produit, les éléments d'impact et comment en parler dans le cadre d'un entretien à la fois de recrutement, mais aussi dans le cadre d'un entretien technique. Alors, petit élément avant de commencer, je tiens tout simplement à vous dire que je ne suis pas en train de dire qu'un développeur ou une développeuse doit avoir toutes les compétences que je vais exposer dans cette présentation, mais plutôt, vous dire que je vois plus un développeur d'aujourd'hui, moderne, comme ayant un profil T-shape, c'est-à-dire, une bonne base d'expertise technique, mais la barre du T, vous voyez, c'est cette capacité à s'ouvrir à tout le reste, à toutes les étapes du développement produit. Donc ça veut dire aussi bien sur des sujets, de product ownership, mais aussi sur des sujets, plutôt, bas niveau, plutôt infra, plutôt data. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que, je propose en première étape, en premier sujet, les étapes du développement produit, ça veut dire quoi? Alors, il y en a, plusieurs, donc le discovery produit, le design technique, le développement, test et qualité, mise en production et suivi post-prod. Alors je pense que là, je vous apprends pas grand-chose, mais en d'autres termes, c'est donc le build, run, observability et donc dans chaque étape, il y a des sujets clés sur lesquels des développeurs ont été plus ou moins en profondeur et donc des développeurs auss développeuses aussi et donc voici les actions clés. Donc le discovery produit, on est davantage sur la compréhension du besoin métier avec des ateliers, analyse du comportement utilisateur. Le design technique, on est davantage sur des sujets d'architecture. Quelle base on va mettre? Quels sont les choix techniques? Le développement, c'est le code pur et simple. Donc comme quoi le dev n'est qu'une partie du sujet du job de développeur à mes yeux. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui va être qualité et test. Enfin, la mise en production avec l'automatisation CI/CD, et cetera. Et enfin, l'analyse. Est-ce que le produit qu'on a imaginé, pensé avec l'utilisateur, se retrouve, dans la réalité business, se retrouve dans, voilà, on fait en fait une analyse à la suite, comment dire? Entre ce qui a été conçu en abstraction et la réalité, terrain. Et maintenant, une fois qu'on s'est dit ça, une fois que vous avez en tête les différentes étapes, à quel moment vous avez eu un impact? Sur la partie build, sur la partie run et sur la partie observability. Alors, les différents éléments d'impact. Donc, sur la partie purement discovery produit, pour moi, c'est déjà d'avoir conscience que tous les produits ne se valent pas. Je vais être assez cash en disant ça, mais pour moi, par exemple, un site intranet n'a pas tout à fait le même impact à mes yeux. Une personne, en tout cas, qui a travaillé sur un intranet, n'a pas tout à fait le même impact qu'une personne qui aura travaillé sur des données critiques, sur du fort trafic, sur de l'e-commerce, sur des problématiques réglementaires assez fortes, sur des sujets où finalement, l'impact du développeur est réel. Ça peut être aussi voilà, sur des problématiques d'aviation où le code va avoir un impact sur le pilotage d'un avion, par exemple. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes enjeux et je pense que vous avez parfaitement compris. Il y a aussi ça dans l'univers médical. Et ça, typiquement, ça déjà, le choix du produit avant même de choisir une entreprise, c'est aussi avoir une différence sur son CV et de l'impact à raconter à des interlocuteurs en face. Ensuite, l'impact se niche aussi dans le contexte. Est-ce que vous êtes arrivé, il n'y avait plus grand-chose à faire et donc votre poste, il est un peu ronronnant? Ou au contraire, vous êtes là, on attend, beaucoup de choses vous concernant, que ça soit par exemple de créer le produit from scratch, de prévoir des démarches d'amélioration en vue de scalabilité, de la solution et cetera et cetera et enfin, quel a été votre rôle? Ça, c'est pareil, souvent vous partez immédiatement sur des considérations purement techniques avec des choix de techno, alors qu'on oublie clairement ça veut dire quoi un développeur back-end dans cette entreprise, en fait? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Est-ce que vous étiez, essentiellement, sur, voilà, vous preniez les tickets et vous faisiez de la résolution de bugs? Ou alors vous étiez plutôt sur des tâches de conception et cetera et cetera? Donc vraiment, le rôle, c'est important de se pencher dessus dès la partie du discovery produit. Est-ce que vous avez travaillé sur ces éléments, d'impact?
Alors, l'impact concret, c'est évidemment une compréhension approfondie des utilisateurs. Est-ce que vous avez été dans des entrepôts? Est-ce que vous avez été, dans un cabinet médical pour comprendre comment le médecin gère, son application? Est-ce que vous avez créé des ateliers justement pour bien, animer, voilà, pour, comprendre et faciliter la compréhension, du besoin métier? Donc ça va être, voilà, des ateliers de co-conception. Est-ce que vous avez mis en place, des tests de solutions ou de problèmes, tests de maquettes, A/B testing? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné à votre niveau, même si encore une fois vous n'étiez pas PO, hein, c'est bien ce que je disais dès le début ou même PM, est-ce que vous étiez là en co-construction avec le product manager en train de vous dire: «Là, on va faire un choix de priorisation en fonction des contraintes techniques, en fonction des contraintes business et en fonction des données utilisateurs». Vous voyez? Donc déjà d'avoir participé à cette phase est un énorme élément d'impact technique. Les conséquences, c'est évidemment une augmentation de l'engagement et de la satisfaction client. Donc ça, vous pouvez en parler à un moment donné en entretien, le taux de conversion, etc. La confiance dans le produit de la part des clients, mais aussi des équipes techniques et des investisseurs. Sentir que, en fait, à un moment donné, un utilisateur voit que la technique est impliquée dans ses problématiques, dans ses considérations et est capable de transformer mon discours en éléments techniques. Et évidemment, dès l'instant où c'est une application, comment dire, c'est un travail itératif où il y a du feedback utilisateur, il y a la possibilité d'avoir une réponse marché beaucoup plus forte et rapide. Donc tout ça, ce sont des éléments de conséquences directes qui sont à évoquer évidemment en entretien de recrutement. Le design technique. Donc là, le design technique, j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs niveaux d'impact. Il y a vraiment la personne qui a tout bâti from scratch, et on est donc dans une démarche de construction, ou encore une personne qui était dans une démarche plutôt d'amélioration et de refonte. La construction, mine de rien, c'est pour moi un élément majeur d'impact. C'est-à-dire que la personne, avec toute seule, ça peut arriver, enfin voilà, je le dis, hein, toute seule ou en équipe, a évalué les choix architecturaux, les choix techniques en pensant à l'existant et en pensant au futur. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir recruter des personnes sur cette stack? Est-ce qu'on va pouvoir faire une architecture évolutive s'il y a beaucoup plus d'utilisateurs sur la solution? Idem pour les démarches d'amélioration, de refonte. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une analyse de l'existant? Est-ce qu'il y a une volonté de diminuer la dette technique? Est-ce que les choix techniques sont pertinents en fonction de la volumétrie, et cetera? Bref, les impacts se nichent dans les fondations solides. Il y a une certaine robustesse de l'application. Le pragmatisme, est-ce que la personne a analysé l'existant, a compris les enjeux business, a compris les enjeux utilisateurs, est capable de faire quelque chose de très évolutif, pas d'over-engineering. Et enfin, est-ce que son soft, il est évolutif? Donc ça, ce sont à mes yeux des éléments d'impact. Donc ça va être, voilà, construction d'un système scalable, maintenable ou performant dès l'origine. Penser au futur, anticiper. On attend ça beaucoup des développeurs et des développeuses, c'est d'anticiper les choses et de faire en sorte à un moment donné que ça puisse onboarder tout simplement les équipes et les compétences des équipes. C'est construire une architecture logicielle adaptée. Est-ce qu'on va tout de suite partir sur du microservice? Peut-être pas. Mais à un moment donné, dans les démarches d'amélioration, de refonte, si la personne a été capable de faire un cheminement qui pousse vers une amélioration de la solution, vers du microservice, de l'event driven ou encore même de l'architecture hexagonale, super. Mais encore faut-il bien expliquer quand vous allez justement à la rencontre de vos interlocuteurs et de vos différents recruteurs, c'est d'expliquer les cheminements en fait. Et pas juste dire, voilà, j'ai fait du microservice, de l'architecture hexagonale, ok, mais dans quel contexte? Pourquoi ce choix d'architecture? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que c'était en équipe? Est-ce qu'il y a eu des démarches de refonte d'un modèle de données plus robuste et évolutif, par exemple? Voilà, tout le cheminement va prendre beaucoup de place, mine de rien, dans le discours. Capacité à vulgariser ou expliquer les choix techniques, du mentorat aussi. Donc ça, pour moi, ce sont des éléments d'impact plus orientés humains, mais techniques aussi. À un moment donné, comme je disais, c'est faire, mais aussi savoir faire et savoir expliquer, savoir transmettre. Est-ce qu'il y a eu aussi l'expérimentation de nouvelles technologies ou paradigmes, etc., etc. Alors, sur la partie design, les conséquences directes, eh bien, c'est tout simplement une amélioration du soft au niveau des bugs et des lenteurs. Est-ce qu'il y a une analyse des bugs?
Est-ce qu'il y a une analyse des lenteurs? Est-ce que ça, ce sont des éléments qui sont accessibles à votre niveau, que vous pouvez évoquer? Est-ce que c'est un soft où on peut faire des changements? Est-ce qu'il y a eu des changements de features, des changements d'échelle? Meilleur travail dans l'équipe, évidemment, ce sont des changements organisationnels aussi. On dit souvent l'architecture est à l'image de l'organisation. Est-ce que les choix architecturaux que vous avez faits ont entraîné des choix et aussi des modèles organisationnels, des modèles de travail, de travaux en équipe, dialogue, esprit de corps, motivation, etc. Via l'innovation technique, évidemment, qu'il y a eu des impacts certainement d'apprentissage de nouvelles solutions, etc. Est-ce que le soft, il est solide et adaptable et prêt à des enjeux de scalabilité? Donc tout ça, vraiment, ce sont des conséquences qu'il faut aborder en entretien. Quand vous présentez votre expérience, c'est OK, j'ai fait ça comme rôle, voilà le cheminement technique, les choix, le point de départ et le point d'arrivée, les cheminements faits et les choix qui ont été faits, et les explications sur les choix et les conséquences et les impacts en fait. Qu'est-ce qu'il y a eu comme impact concret? Donc là, j'ai quelques exemples que vous pourrez justement lire quand je vais télécharger tout simplement la présentation. Mais voilà, typiquement, construisez votre expérience sur les mêmes principes, les problèmes rencontrés, les solutions et les éléments d'impact en face. Donc ensuite, concernant le développement test QA, alors le code n'est pas une fin en soi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Des personnes qui se cantonnent uniquement à la partie code sont, à mes yeux, des personnes qui vont perdre en visibilité dans le futur, notamment avec l'avènement de l'IA. Donc vraiment, voyez, ayez une vision beaucoup plus macro. Le code n'est pas une fin en soi, mais au service de l'utilisateur. Il convient donc de coder avec l'utilisateur en tête, avec ses besoins, d'avoir travaillé sur la partie discovery. Et tout ça, c'est des questionnements à avoir aussi avec vos interlocuteurs. Dans mon rôle de dev, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Où va se situer mon rôle dans les étapes de développement produit? Est-ce que je vais vraiment être sur la partie design, conception, sur la partie discovery, ou alors je vais juste être vraiment sur la partie pure dev et sur rien d'autre? Travailler sur un code simple, lisible, réutilisable et maintenable pour le bien-être de l'équipe. Et enfin, un travail aussi de refactoring pour améliorer le parcours utilisateur. Alors, les éléments d'impact, il y en a tellement. Donc, les éléments autour de la qualité de code, bien évidemment, amélioration des standards du code, clean code, convention, pattern. Qualité de code, intéressant aussi cette question. Et c'est pas uniquement du test, c'est pas uniquement des choses qui sortent d'un livre comme ça, tout fait comme le TDD par exemple, mais c'est pourquoi on l'utilise et sur quel élément du soft on l'utilise et à quel moment aussi dans l'évolution de l'application on l'utilise. Peut-être qu'il y a des éléments beaucoup plus critiques dans le soft où il y aura peut-être des tests beaucoup plus poussés, mais peut-être des éléments moins critiques où il n'y a pas encore cette démarche de test de la solution. Donc vraiment, les éléments d'impact, c'est à quel endroit justement il a été pensé nécessaire de pousser la qualité et pourquoi, et encore une fois, et il y a toujours cette démarche de réflexion autour du pourquoi. Implémentation des tests automatisés, tests end-to-end pour augmenter la fiabilité, les design patterns et les paradigmes adaptés, encore une fois, pourquoi? Quel est l'intérêt justement d'inclure l'utilisateur, d'avoir une vision orientée domaine par rapport au développement, par rapport au code en fait. Donc vraiment tout ce qui va être autour de fiabilité, des enjeux de performance et d'optimisation, optimisation de requêtes, algorithmes ou traitements améliorant les performances, réduction de la latence. Donc voilà, donc tous ces éléments aussi autour des coûts. Est-ce que vous avez fait gagner des sous, mais est-ce que vous avez évité à l'entreprise de perdre de l'argent en fait? Donc typiquement les coûts d'infrastructure, on n'en parle pas assez, mais voilà cette vision autour de, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire pour faire en sorte de ne pas se perdre dans des coûts faramineux au niveau de l'infra, alors que peut-être que dans un premier temps, on peut fonctionner sur quelque chose de beaucoup plus tranquille, light, qui va coûter un petit peu moins à l'entreprise. Donc vraiment, c'est ça aussi, c'est penser que le code, c'est pas juste pour soi, mais c'est pour l'équipe, c'est pour les utilisateurs et c'est aussi pour les investisseurs. Et c'est donc vraiment avoir une vision d'impact un petit peu plus généralisée. Pourquoi on fait le code? Où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on va faire pour que la solution soit vraiment réutilisable, stable et qui vise la satisfaction utilisateur en face. D'autres impacts, évidemment, il y a autour de la sécurité. On n'en parle pas assez, mais voilà à quel point vous mettez de l'optimisation et des bonnes pratiques en termes de sécurité de la solution. Augmentation de la vélocité de l'équipe, donc là on est plus sur des éléments humains, avec justement, voilà, est-ce que les personnes vont être capables de reprendre votre code
de le comprendre et de pouvoir du coup faire un travail, avec un travail de documentation par exemple et cetera. Donc tout ça, ce sont des éléments d'impact. Le mentorat et le pair programming bien évidemment et puis aussi, environnement de développement reproductible et automatisation des tâches répétitives. Donc là, encore une fois, l'impact, c'est le gain de temps, hein. Assez souvent, je le dirai d'ailleurs à la fin de la présentation, mais souvent ce qui revient, c'est ça, c'est la fiabilité, le gain de temps et la réduction des coûts. Alors les conséquences, c'est un code plus clair et modulaire, donc plus facile à faire évoluer ou à reprendre. Donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. On ne travaille pas pour soi, mais pour les autres. Réduction du temps de développement sur des features similaires ou connexes. Donc là, c'est pareil, c'est reprendre des fois des patterns qui existent et donc du coup de diminuer le temps de développement. Un meilleur onboarding quand la base de code elle est saine et qu'elle est partageable et qu'elle est compréhensible avec une bonne documentation, bah, on réduit le temps aussi d'onboarding des individus. Ils peuvent tout de suite être dans le vif du sujet sur des sujets un peu simples au début, mais après un peu plus critiques. Et quand il n'y a rien et que c'est vraiment chacun fait un petit peu à sa sauce, c'est très difficile de naviguer quelque part dans un livre où il y a plusieurs langues différentes. Je pense que cette image est assez claire pour vous. C'est comme si vous demandez à un lecteur de rentrer dans un livre où clairement il y a des formes d'écriture différentes, il y a des langages différents, il y a des manières d'écrire différentes et donc à la fin, en fait, le lecteur, il est totalement perdu et il n'arrive même pas à aller au bout de la lecture du livre. Bah, j'ai envie de dire, c'est pareil des fois dans une équipe, d'avoir harmonisé, d'avoir fait des conventions de nommage, d'avoir pensé aux standards, etc., et d'avoir fait une documentation saine, bah, ça permet, mine de rien, un bon onboarding. Moins d'incidents en production, donc plus de stabilité. Donc là, on en parle encore une fois aussi sur ces sujets-là. Et moins de dettes techniques. Alors évidemment, la dette technique, c'est pas un problème en soi. J'ai envie de dire que toute solution, dès l'instant où on crée du code, on crée de la dette. Mais encore faut-il d'une part en avoir conscience, premièrement, et d'autre part en avoir conscience qu'à un moment donné, il va falloir la réduire et prendre le temps pour le faire. Et donc là, évidemment, c'est pour ça que je parlais d'impact, c'est à un moment donné à quel point vous avez pu convaincre et vous avez pu mettre des choses en place justement pour réduire cette dette technique et pousser les autres personnes à vous suivre en tant que voilà, moteur sur les éléments de qualité logicielle. Alors, quelques exemples. Voilà, j'ai refactoré un module de traitement de commande qui était devenu difficile à maintenir. 30% de code en moins, lisibilité accrue et couverture de test passée de 45 à 90. Ce sont des éléments de mesure, hein. Encore une fois, ça reste un élément d'impact un petit peu plus individuel, c'est-à-dire, quoi du moins individuel. Pas vraiment individuel, mais voilà, c'est pas non plus un impact énorme, mais ça reste quand même un impact intéressant à l'échelle de l'équipe technique. Idem pour voilà, les requêtes SQL critiques, qui prenaient 4 secondes à s'exécuter. Donc là, c'est intéressant de voir à quel point aussi votre impact, il s'élargit juste à votre niveau ou il s'élargit à l'échelle de l'organisation, voire même à l'échelle du business. Mise en production et post-prod, donc la mise en production, c'est le moment où le travail des équipes atteint les utilisateurs. On n'est plus dans sa bulle technique avec sa vision de la tech. On a à un moment donné un retour utilisateur. C'est qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a produit? Ça va au-delà de notre tête, ça va au-delà de la tête des équipes, c'est quelle est la réalité finalement? On fait pas on passe justement de on fait du code à on livre de la valeur et là, c'est pareil, quel a été votre rôle dans tout ça? Dans la partie mise en production et post-prod? Qu'est-ce que tu as mis en place côté prod et qu'est-ce que tu as réparé? Quels ont été les impacts par la suite? Alors, là, par rapport à ça, donc il y a plusieurs éléments d'impact. Donc là, évidemment, on va parler de tout ce qui va être pipeline CI/CD, tout ce qui va être automatisation du déploiement. Encore une fois, est-ce que ça a déjà été en place ou est-ce que tu l'as mis en place collectivement? Ça peut avoir du sens. On est sur une réduction du risque en production avec justement, est-ce que tu as travaillé sur des sujets de surveillance post-prod avec observability, donc log, trace, alerting, etc. Donc ça montre à un moment donné que tu as été au-delà juste de ton périmètre à toi, mais tu as été sensible à la réalité de ton code, comment il se traduit côté utilisateur. Est-ce que tu as travaillé sur la création de dashboards clairs pour suivre l'état du système ou des services? Donc, à la fois, tu as été consommateur, c'est déjà très bien d'avoir pu intervenir sur des éléments d'observability, mais pas que. Est-ce que tu as aussi mis des choses en place? Est-ce que tu as amélioré? Est-ce que tu as provoqué une meilleure stabilité et sécurité des développements? Donc ça, c'est pareil, encore une fois. Pensez-y, à quel point vous êtes intervenu sur ces sujets et quels ont été vos éléments d'impact sur les éléments de fiabilité, sur les éléments de qualité, sur des éléments de stabilité, sur des éléments de résilience des systèmes lors des releases, etc. Donc vraiment,
Tout ça, ce sont des choses que vous devez travailler en amont avant de faire même un entretien de recrutement. Alors si évidemment, vous avez travaillé sur ces sujets, il y a des meilleurs les conséquences sont quand même évidentes, hein, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure compréhension du produit. Donc ça peut être intéressant quand vous allez être en entretien. Bah voilà, en travaillant sur des tâches d'observability, j'ai pu voir que mon code, il pouvait être amélioré. J'ai mieux compris quelles features posaient problème et sur quoi il fallait intervenir. J'ai compris que finalement, en termes de priorisation, on a revu complètement le backlog avec 3 features qui étaient beaucoup plus rentables et on a enlevé toutes les autres. On montre qu'à un moment donné, voilà, votre code, il sert à quelque chose, quoi. Et vous êtes capable d'expliquer à votre interlocuteur que vous n'êtes pas juste un pur dev qui fait du code sans réfléchir, mais qui fait un code qui va être utilisé par ailleurs. Donc meilleure compréhension du produit et surtout sa réalité business entre la qualité, perçue par les équipes. Tiens, on a fait du TDD, c'est génial, mais finalement la qualité réelle, elle peut être complètement à chier, si je peux me permettre du terme. Tiens, on fait de la programmation fonctionnelle, c'est super, puis finalement peut-être qu'il y a plein de bugs dans tous les sens. Donc c'est important déjà d'avoir conscience, même en tant que développeur, je trouve, que, bah, en fait, même si on pense faire de la qualité, il faut avoir conscience que la qualité, il y a aussi la qualité perçue par les clients et les utilisateurs, en fait. Donc évidemment d'avoir une équipe qui est capable de comprendre tout ça, ça fait évidemment un produit qui évolue plus vite, qui est capable d'avoir des itérations sur les différentes features à changer, à améliorer, et donc qui va plus vite que la concurrence. Il y a moins de bugs en prod et une meilleure détection aussi des bugs invisibles pendant le développement. C'est déjà ça arrive aussi. Il y a des réductions de temps, des incidents et une réduction du MTTR, c'est le temps justement pour résoudre un problème technique. Voilà, il y a à un moment donné l'intervention en termes d'incidents et le nombre d'incidents, et l'idée c'est de savoir à un moment donné si ça a été efficace. Et donc ça, mine de rien, le MTTR, renseignez-vous, mais ça peut être un bon indicateur d'impact en fait. Est-ce que en équipe ou individuellement, vous avez contribué justement à réduire ce MTTR grâce à des outils d'automatisation, à une meilleure qualité logicielle, etc., etc. Alors, quelques exemples. Donc ça, c'est pareil, vous pourrez les lire, mais en gros, c'est avec les outils, c'est pas juste une fin en soi, hein. Encore une fois, Cypress, il y en a plein qui m'en parlent très bien, un outil end-to-end, etc. Mais pourquoi? Et qu'est-ce que ça a permis en fait? Ça a permis une meilleure fiabilité de la plateforme, ça a permis quoi exactement en termes de bugs remontés, etc. Donc c'est important de comprendre aussi que un outil, c'est pas juste, il n'est pas tout seul comme ça, il a un intérêt, une utilité, et quels sont les impacts derrière. Donc là, c'est pareil, je vous donnerai évidemment la présentation, vous pourrez regarder quelques exemples comme ça en filigrane. Ce qu'il faut retenir, c'est des éléments de mesure. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce que vous avez pu consommer. Déjà, c'est très bien dans le sens consommer, c'est-à-dire vous avez juste été utilisateur ou observateur, par exemple sur des éléments de discovery ou sur des éléments, d'observability. C'est pas grave et c'est déjà très, très bien. Et il y a ceux aussi qui ont été encore plus loin, c'est qu'ils ont mis en place des choses. Et ça, encore une fois, j'ai envie de dire que ça montre votre côté vraiment product engineer. Vous êtes capable de comprendre que le code, c'est qu'un bout du sujet du développement, et vous êtes capable vraiment de comprendre tous les enjeux autour. Et donc, à partir de là, il faut être capable de montrer les éléments de mesure. C'est les moins de bugs, c'est un gain de temps à tous les niveaux pour les équipes, avec du mentoring, du pair programming, amener la qualité logicielle, faire un meilleur onboarding, par exemple. Ça peut être un gain de temps pour les utilisateurs avec une fiabilité de la chaîne CI/CD avec de l'automatisation. Ça peut voilà, avoir un meilleur impact aussi en termes de delivery produit, etc. Donc c'est gagner du temps, c'est un soft évolutif. On n'est pas bloqué dans des technos, on n'est pas bloqué avec de la dette technique, on n'est pas bloqué sur des problématiques de maintenance. Donc on peut innover, on peut expérimenter, on peut faire des POC. Donc ça, typiquement, pour moi, c'est des éléments de mesure. Est-ce que le soft, il a évolué? Combien d'utilisateurs? Est-ce qu'il a évolué aussi par rapport à l'équipe? Vous êtes passé de 1 à je ne sais combien de développeurs. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez fait les bases saines pour pouvoir grandir aussi. Création de revenus, voilà, à un moment donné, la feature, est-ce qu'elle a généré du business, du chiffre d'affaires? Elle a augmenté le taux, je ne sais pas, de rétention des utilisateurs? Est-ce qu'elle a augmenté, par exemple, là, il y a du fort trafic, c'est très intéressant, tout le monde a sur votre site, mais est-ce qu'ils vont sur le panier d'achat? Il peut y avoir beaucoup de trafic, mais pas d'argent généré. Voilà, donc ça peut être aussi création de revenus, mais aussi réduction des pertes. Est-ce que vos coûts d'infra, ils étaient énormes? Est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu des utilisateurs parce qu'il y avait trop de bugs et des incidents en prod, etc., etc. Le temps de réponse aussi d'une page, par exemple, la latence. Est-ce que vous avez perdu, vous avez diminué le nombre
de personnes qui quittent une page, et cetera, et cetera. Donc vraiment tous ces éléments, essayez d'en avoir conscience d'une part et de vous y intéresser et de voir à quel point, en fait, vous avez, été utile et impactant à travers, tout simplement votre job de développeur ou de développeuse. La réputation d'une entreprise aussi, la confiance accordée au produit. C'est tout bête, mais beaucoup pensent qualité, beaucoup pensent mettre plein de trucs modernes avec une stack qui envoie du lourd, du Kubernetes, du TDD, du machin, mais au final, côté support, côté réactivité, réponse aux utilisateurs, les analyses ne sont pas là. Et au final, la confiance, elle est totalement perdue par rapport au produit. Ça fait perdre des utilisateurs. Donc, l'impact, c'est vraiment, encore une fois, se dire, tiens, mon impact, il n'est pas juste à mon petit niveau. J'ai appris des choses et je sais très bien faire une conf demain sur Kubernetes parce que j'ai utilisé dans dans mon projet. Mais c'est aussi de comprendre à quel point l'impact, il peut être ailleurs et est-ce que tu en as conscience, en fait. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui fait la différence entre un simple développeur et une personne qui est ingénieure dans l'âme, en fait, hein. Enfin, le bien-être de l'équipe. Est-ce que les équipes restent en poste? Est-ce qu'elles sont contentes de travailler ensemble? Est-ce qu'elles ont de bonnes conditions de travail avec moins de problèmes de maintenance, moins de bugs, avec la possibilité d'innover, de faire des POC, avec un travail collaboratif où les choses sont claires, où il peut y avoir des débats, des discussions, le droit à l'erreur, initier de nouvelles choses, etc. Donc tout ça, évidemment, on s'en rend pas compte, mais le code, c'est pas juste pour soi, encore une fois, c'est pour aussi toutes les autres personnes autour. Alors, comment en parler en entretien? Donc, je vous l'ai un petit peu dit déjà en filigrane, mais globalement, c'est déjà avoir une bonne compréhension des enjeux business, du fonctionnement d'un produit. Donc là, j'en ai parlé au tout début de la présentation, mais à mon sens, c'est important d'en avoir conscience que le produit, une start-up, c'est pas juste des fonds qui viennent d'un investisseur et hop, on développe une solution comme ça sans rien comprendre. C'est déjà se dire: «OK, quels sont les attendus aussi de la direction en termes d'objectifs, qu'est-ce qu'on veut en termes de nombre d'utilisateurs, quelle est la vision, quelle est la projection. Donc ça, même dans vos questionnements en entretien, posez des questions business en fait, pour montrer non seulement que vous y connaissez aux enjeux de business, mais aussi pour savoir où va l'entreprise. Donc vraiment, où se situent les points de souffrance, les coûts, etc., etc. Faites le bilan vous-même. À un moment donné, OK, donc là, j'ai vu toutes les phases de développement produit. Moi, durant mes expériences, j'ai travaillé à chaque fois sur toutes les étapes. Tant mieux, je sais en parler. Donc faites le bilan. Si à un moment donné, vous avez travaillé que sur quelques étapes, c'est pas grave. Intéressez-vous au reste et montrez que vous avez un intérêt au reste et déjà parlez de ce que vous savez faire. Et ensuite, faire le bilan, c'est pas juste poser des mots-clés sur votre expérience, c'est aussi vraiment travailler sur le cheminement. Vous êtes passé d'un point A à un point B à chaque fois. Vous êtes arrivé, il y avait un contexte donné. Qu'est-ce que vous avez fait de plus en équipe, tout seul? Qu'est-ce que vous avez apporté en valeur? Quelle a été la création de valeur en fait à votre niveau, au niveau de l'équipe, au niveau des utilisateurs, au niveau du business? Donc c'est vraiment important de parler cheminement plus que de parler de trucs figés comme ça dans le marbre. Voilà, j'ai mis React, voilà, j'ai travaillé sur Vue.js. Bah ouais, très bien, mais n'importe qui peut le dire, ça. Donc c'est important vraiment d'avoir conscience déjà de votre cheminement. Qu'est-ce que vous avez mis en place? S'entraîner à expliquer son travail en termes de valeur business. Ok, le refactoring, vous en avez fait, très bien, mais ça a permis quoi? De diminuer le temps, je sais pas, de debug, par exemple. L'automatisation, ça a permis quoi, etc. Donc vraiment, c'est intéressant de comprendre à chaque fois quels ont été les impacts en fait de ce que vous avez mis en place. Et enfin, surtout n'oubliez pas d'évoquer, le produit, le contexte. Souvent, vous parlez immédiatement de technique, voilà, j'ai mis ça, j'ai touché à du React, machin, sans dire à un moment donné, bah, c'est quoi le produit, en fait? Que fait le produit? Quel est son contexte? Quel est le contexte d'intervention? Quel a été votre rôle précisément? Donc ça, j'en parlais déjà au tout début de la présentation, mais c'est vraiment important de montrer déjà que l'impact et votre, pertinence, elle se situe déjà à ce niveau-là, en fait, avant même d'expliquer tout ce que vous avez fait et tout votre cheminement. Et enfin, plus que le T-shape, il y a aussi le T-shape impact. C'est-à-dire vraiment avoir conscience que même si vous, votre sujet, c'est l'expertise technique et le code, bah, que en fait, votre code, il a un impact, en fait. Il a un impact sur l'organisation,
des équipes, sur la montée en compétences des équipes, sur l'apprentissage. Il a un impact sur, tout simplement, les utilisateurs, sur, le delivery produit, sur le business, sur plein de personnes, en fait, autour et déjà, dès l'instant où vous avez compris ça, à mes yeux, vous avez compris que finalement, le futur du développement, c'est pas juste de faire des lignes de code parce que ça, de plus en plus d'IA le feront, mais c'est tout simplement de comprendre que, on attendra de futurs développeurs ou de la future développeuse cette capacité à avoir de la hauteur de vue sur son propre code et donc du coup, de viser, un impact à la fois business, mais aussi organisationnel et donc c'est résoudre des problèmes, mais les problèmes sont à tous les niveaux. Et donc vraiment développer cet esprit T-shape impact, c'est-à-dire, OK, j'ai mon sujet, c'est ça, c'est la data ou l'ops ou machin, c'est mon cœur de truc, mais mon impact, il est partout. Et vraiment, vous vous rendez peut-être pas compte, à moins que vous étiez vraiment sur des tout petits trucs, mais j'ai envie de dire, c'est assez rare. Mais vraiment, votre impact, il est partout. Et ça, c'est sur ça qu'il va falloir vraiment travailler dans votre discours en entretien. Je sais pas si j'ai été claire, j'ai beaucoup parlé. Mais globalement, voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est comprendre les différentes étapes du développement produit, comprendre les éléments d'impact et leurs conséquences, savoir en parler en entretien et surtout développer dans le futur ces compétences-là justement pour avoir de la valeur marché. Car le code pour le code, à mes yeux, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant quand on recrute, un développeur ou une développeuse. Et d'ailleurs, ça se ressent très vite en entretien que ceux qui passent à l'étape d'après et qui vont vraiment, être dans le job même, ce sont ceux qui ont cette capacité justement à sortir de leur petite bulle, technique, et qui s'intéressent au produit. Voilà, j'espère que ça a été très clair. N'hésitez pas à nous contacter, voilà, donc moi je suis présente, en région parisienne et puis je peux intervenir en full remote aussi sur des recrutements et de l'accompagnement d'agents de carrière par ailleurs. Vous avez mon numéro de téléphone, mon adresse mail et voilà. Et donc n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions, des remarques par rapport à cette présentation, évidemment je la mettrai en téléchargement en dessous, de la présentation pour revenir dessus si évidemment vous en avez besoin. Voilà, très bonne journée à tous et à bientôt.